Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lewemax. On se retrouve pour l'épisode 5 de My Hero Academia, saison 6 déjà. Et ouais. On était déjà resté sur un suspense insoutenable. On a Mirko qui est en galère avec les high-end. On a aussi une inversion des rapports de force quand même qui se produit en début d'épisode. Je trouve que c'est bien amené parce que on nous introduit l'épisode avec les héros en fait qui reprennent le dessus, c'est-à-dire que les high-end se font dominer. Aizawa quand même il arrive à en paralyser plusieurs, hein. D'ailleurs il peut pas relâcher son regard de ceux-ci, puisque vous savez que s'il cligne des yeux ou quoi que ce soit, tout de suite ils retrouvent leurs altères, donc ils retrouvent leur pouvoir et tout ça. C'est pour ça qu'il me dégoûte. Ah ouais, en fait, à ce moment-là, là où jusque maintenant je me suis toujours éclaté, ce gars, faut dormir dans la vie, j'étais en mode jugement de valeur contre le gars. Là, quand je l'ai vu maîtriser, qu'à la fin, il pose ses yeux comme ça, il fait putain, j'ai mal aux yeux. Là, je me suis dit, ah ouais, quand même, putain, la difficulté de son alter, faut pas cligner des yeux, waouh. Bah, c'est ça. Chaud. Ouais, chaud. Et heureusement, on a les autorités aussi qui suivent à distance, qui nous permettent de suivre un peu l'évolution du combat. Les héros gagnent du terrain, du coup, en début d'épisode. Ouais. Mais il reste quand même un high-end qui est assez compliqué, qui n'est pas dans le champ de vision d'Aizawa, et en plus de ça, y a Shigaraki qui vient de se réveiller juste à côté de X-Less. Juste avant l'opening, je me suis dit, X-Less, t'es mort mon gars, salut, au revoir. Ouais, pareil. C'est sûr. Et je me suis dit, t'es mort parce que dans l'opening, il a une cape rouge à un moment donné, Shigaraki. Et puis là, en fait, j'avais pas fait lien tout de suite jusqu'au moment où je vois X-Less, je vois à côté, je fais, c'est ta cape qui va prendre, frère. Voilà. Mais écoute, X-Less pété. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que Horikoshi, il claque des watts comme ça, et il tue des héros comme ça. Alors c'est bien, mais c'est important, c'est très important dans une œuvre où, là on est dans une guerre, je suis désolé, on n'est pas... Eiichiro Oda, tout aussi bon soit-il, on le dit de temps en temps. Non mais on le dit de temps en temps quand on fait des lives One Piece de chapitres, etc. C'était un des trucs qu'on reprochait notamment dans l'arc Wano. On voit pas véritablement les morts. Il y a eu quand même 2 morts, hein, mais voilà. Sur 36 000 voilà. Gars. C'est une guerre, voilà, c'est ça. Bon. 2 morts connus, hein. Après, bon, les soldats random et tout ça, on sait pas, ils sont anonymes. Ils sont anonymisés même, carrément. Là, c'est important qu'on ait des héros qu'on a vus, hein, on les connaît, ils sont nommés, et c'est fini pour eux, c'est important. Du coup, X-Less meurt, évidemment, et ça sera pas le seul dans cet épisode, c'est ça qui est important. Ouais, non, c'est important. Pour le scénar, c'est clair que... C'est super important. C'est clair que c'est lourd, et c'est pas qu'on aime les morts, mais c'est que, voilà, ça apporte... c'est une guerre. C'est une guerre. T'es contre un gars qui tue des gens, qui peut tout détruire en touchant quelque chose. Il touche le sol, t'es à 1 km, t'es mort. Ouais, excuse-moi, s'il n'y a pas des morts, ton scénario il pue la merde. Donc oui, c'est important. C'est génial parce que tu sais pas qui peut mourir en fait. Voilà. Moi c'est ce que j'attends. Moi on me dit il y a une guerre, il y a des vilains, voilà, on va revenir sur le pouvoir de Shigaraki. Je sais pas qui peut mourir. Horikoshi il est capable de tuer comme ça, même des gars. Et ça j'aime bien parce que c'est ce que je veux. Si tout est prévisible, c'est ennuyant. Là ça l'est pas, donc c'est chouette. Chose du coup moins ennuyante, on a Endeavor qui tente de toujours protéger Mirko en attaquant le right hand. Heureusement, Papy Vieillard il fait un gros coup. Bon, en fait je me suis dit, il tape fort Papy, mais son alter il est pas incroyable en fait, parce que à un moment donné, forcément, on vous avait déjà dit que c'était bien fait, c'est qu'on voyait le nom des alters, mais il a juste le propulseur sous ses yeux, Papy, mais en soi il est pas... Le propulseur, c'est un truc qui a été rajouté, hein. Lui, son alter, il me semble que c'est la force. C'est un peu... D'ailleurs, je crois que Izuku faisait passer son alter comme étant proche de celui de Gran Torino, un truc comme ça, il me semble. Peut-être, je me souviens plus bien, alors peut-être, ouais, dites-nous dans les commentaires d'ailleurs ce qu'il en est. Et bon, voilà, qu'est-ce que je te dis, on arrive au titre, destruction massive. Je fais quoi avec ce titre? Je me dis, sale. Moi je me dis ça va être un carnage, et effectivement cet épisode était un carnage, et ça commence avec aussi Tokoyami qui part aider Hawks, hein. Il résiste du coup à Bibendum qui est un peu en PLS, hein, de voir que quelqu'un quitte son taxi comme ça alors qu'il était en train de rouler, ça se fait pas. Et je me suis dit, il va arriver un peu tard et Hawks il va être en train de mourir, quoi.
Mais il arrive en fait juste à temps finalement. Il arrive au moment où Hawks il est à l'article de la mort, il a plus aucune plume, il est brûlé dans le dos. Mais il arrive à sauver Hawks au moment de l'attaque de Dabi. Et la surprise, en fait, ça se passe pas du tout comme on l'a vu dans l'épisode d'avant. Dans l'épisode d'avant, on voit quand même la grosse explosion du feu d'Abby et tout ça. On se disait, bon, Hawks, adieu, au revoir, ça nous a fait plaisir. Bah non, en fait, il a été secouru par Fumikage, quoi. Ouais, je sais pas quel scénar j'aurais préféré, en fait. Enfin, c'est pas que je m'étais fait à l'idée qu'il meurt, mais c'est un peu ce qu'on s'était dit. Bon, voilà, c'était un vrai héros, mais il a dû faire des sales choses et tout. Jean-Baptiste, tu nous regardes. Et bon, je m'étais fait à l'idée de me dire, putain, bon, voilà, comme tu dis, ça fait plaisir, merci, quoi. Et là, bon, Tokoyami qui arrive juste à temps, comme ça, sur le fil du rasoir. Il y a un côté comme par hasard, et il y a un côté, tu te dis, ouais, bon, il arrêtait pas de jeter son maître, son mentor depuis, ça fait un quart d'heure qu'il regarde ce qui se passe là-bas. Donc finalement, il sentait qu'il y avait un truc louche, donc tant mieux, il est arrivé à temps. Il y a deux lectures. Là encore à l'heure actuelle, c'est chaud, je sais pas quelle lecture je préfère. Je suis pas mécontent qu'il soit intervenu, qu'il ait sauvé Rox, etc. Même si de toute façon il va être capoté un bon moment, Rox, s'il est capable de récupérer son alter, puisqu'on ne sait pas à quel degré il est brûlé, et quand il lui reste une plume, il peut se régénérer. Est-ce que quand il est quasi brûlé intégralement comme ça, il peut les faire repousser? Non. Je pense que oui. Certainement qu'ils vont se régénérer quand sa peau sera guérie et tout ça, quand l'arrière... à mon avis, Hawks hospitalisé, on va pas le voir avant un bon moment, s'il meurt pas. Déjà, surprise de ce côté-là. Et du coup, il pense utiliser son Dark Shadow, notre cher Fumikage, sauf que le souci, c'est que Dark Shadow, exposé à la lumière du feu, il est en PLS, il peut pas agir, il a besoin d'ombre, ce qui est un peu bizarre, parce que normalement... Comment dire, l'ombre ne vit que par la lumière, mais bon, dans My Hero Academia c'est un peu spécial. Du coup, il réussit quand même à emmener Hawks in extremis, malgré l'affaiblissement de Dark Shadow qui est capoute. Et on a l'intervention de Getten. Alors, Apocryphe, il s'appelle dans les sous-titres. Dites-nous dans les commentaires le nom que vous préférez, Apocryphe ou Getten. Je pensais voir Shoto. C'est vrai qu'il était un peu éloigné, mais on voit ce gros tamas de glace, en plus qui permet à Fumikage de se faire la malle. Donc je me suis dit, tiens, Shoto entre en scène, pas du tout, c'est Getten. Et c'est à ce moment-là qu'on a effectivement de grosses fesses qui viennent cacher le soleil et qui vont s'écraser sur Bibendum qui est obligé de fuir. Cette scène fan service, j'étais mort. Je me suis dit, mais il va rentrer dans son fiac, elle va sentir un bouchon, elle va rien comprendre. En plus, elle tombe. C'est dégueulasse. Moi je me suis dit, écoute, parce que la première scène on voit le cul et on voit un pic de glace. Je me suis dit putain non, ils vont pas lui. Je me suis dit elle va pas se manger le pic de glace. Moi j'ai vu Bibendum, je me suis dit putain si elle tombe sur le plus gros, c'est celui qu'elle sentira le plus quoi. Donc écoutez, on vous laisse avec vos théories sur ce sujet. Et en parlant de gros machin choses, il y a d'un côté on a du coup Mount Lady là, mais on a aussi Giganto Machia qui s'est levé. Il s'est levé, il n'a pas parlé, il n'a pas agi, mais il fait ça sent cramé. Ouais, ça sent Shigaraki quoi. Il l'a capté avec son flair. Ouais, et là tu te dis oulala. Est-ce qu'il va rentrer en scène? Si oui, quand? Le titre, rappelons-le, grosse destruction, on verra. Et en tout cas, on retourne très rapidement en ville. Et puis là, on a le groupe de Deku et de, je sais jamais son nom. La meuf avec ses cheveux ardents verts là, qui bougent pas fixes comme des... Jamais vu des cheveux aussi figés de ma vie. C'est vrai, on dirait du feu, mais ils sont fixes. Ouais, c'est très chelou. Mais elle me perturbe. À chaque fois que je la vois, elle me perturbe. En fait, il y a un truc qui va pas. Ça me... Ah ouais. Ah, c'est parce que ça va pas. Bon, elle te perturbe dans le mauvais sens du terme. Ouais, dans le mauvais sens du terme. Bref, ils protègent tous les civils. Ils jouent leur rôle, puisqu'on avait effectivement vu que quand ils avaient été répartis, toutes la classe de seconde, ils étaient plutôt affairés à sauver les civils. Et là, tout le monde traverse la route et tout, et Deku il s'arrête au milieu de la route. Il trouvait bien de prendre le passage piéton. Et là, Tana il fait avance, enfoiré. Non, presque. Il entend une voix. Alors, on ne sait pas s'il l'entend dans sa tête ou à travers son pouvoir. On imagine que ça peut être à travers son pouvoir, du coup. Ouais, il y a une résonance en tout cas. Ah ouais, puisqu'il entend le premier détenteur en fait du One for All. Il entend Kuru. Donc il arrive. Arrête-le, Tomelunda. Et ce qui est assez surprenant en fait, c'est que le premier détenteur du One for All en fait, qu'il avait déjà vu dans les échos, les échos c'est cette espèce de monde où il voit les autres détenteurs, etc.
qu'il l'entende en train de dire oui, il y a All for One, il va faire un truc, etc. Bon, je comprendrais, c'est son frère. Le premier détenteur, rappelons, c'est le frère de All for One, qui est emprisonné actuellement. Mais là, il le met en garde contre Shigaraki. Donc, ça veut dire qu'il suit les événements, le gars. Ouais. C'est-à-dire qu'il est mort, mais il vit encore à travers les échos, il vit dans le pouvoir que maintenant Izuku possède, donc le One for All. Et il a conscience de ce qui peut se passer là où même Izuku n'en a pas conscience, parce que vous me suivez toujours, et il sait qu'il y a un truc qui arrive, et c'est Shigaraki. Mais Shigaraki, c'est juste un Shimura Tenko Shimura. C'est même pas un gars de la famille en vrai. Donc je sais pas comment ça marche. Comment il sait ça? Moi j'ai eu une idée, je me suis dit bon, All for One, One for All, toute la famille là ils ont été liés par l'alter, peut-être qu'il y a une résonance qui peut se faire entre les deux échos, One for All for One, et comme All for One du coup a donné grande partie, copie de ses pouvoirs à Shigaraki, peut-être qu'il a transmis cette résonance que du coup le frère d'All for One peut ressentir, tu vois. Il a changé de personne, mais même si tout a été cloné, je sais pas. Tu vois, une sorte de connexion normalement avec son frère, mais maintenant avec Tomura parce qu'il a eu le transfert de son frère. C'est la seule explication, parce que effectivement, Shigaraki Tomura, comme nous le disait Garaki dans l'épisode précédent, il a hérité du vrai pouvoir de One for All. Il lui a transféré les véritables alters, il n'a gardé que les clones. Donc on peut se dire, bon, parce que c'était les vrais pouvoirs de son frère. Sinon, je vois pas d'autre explication. Dites-nous dans les commentaires, sans spoiler évidemment. Ouais, c'est un radar, sinon le gars, ça aide bien quoi le game. Hein, donc ouf. On verra. En tout cas, on repart de l'autre côté où Shigaraki entre en scène. Il commence à foutre un sbeul, à vouloir tout détruire. Bah, il tue littéralement notre cher X-Less, un rip du coup. Putain. Ah ouais, ça part en cacahuète partout. Et là, papy, vieillard, quand on lui, il fait oh, ouais, je crois en fait il y a une désagrégation qui se désagrège d'objet en objet. Faut rien toucher. Du coup, il sauve Mike et il dit faut rien toucher, touchez pas les fissures et tout, parce que sinon vous êtes tous morts. Oh, oui. J'ai bien aimé, ça amène du drame, et c'est la deuxième partie de ce que je disais tout à l'heure. C'est que on commence à avoir d'autres morts. Hein. C'est vraiment, c'est la PLS, et heureusement qu'il y a des gens qui savent voler, hein, parce que s'il n'y avait pas Grand Torino, Nejile ou Ryukyu, c'est un peu compliqué, parce que les autres héros, par sautiller comme des moutons, ils sont liés au sol forcément à un moment donné, tu vois. Donc ils seront un peu touchés nécessairement. Et c'est d'ailleurs la mort de Crust, un bouclier man, qui sauve Aizawa de justesse et qui nous fait une All Might juste avant de mourir en mode. Ouais, une All Might, une Terminator 2, tu choisis en tout cas le petit pouce juste avant de mourir. Mais effectivement, gros moment de tension, hein, parce que Nouklet il nous fait toujours un petit peu un point de situation comparatif rapidos, et il nous précise bien que toutes les personnes alliées ou ennemies qui ne peuvent pas voler, faire voler des personnes, ou alors être accrochés, hein, comme Léo l'a expliqué avec tous ceux qui ont cette capacité, ou qui sont tenus à des personnes qui peuvent voler, sont tous mortes. Tous. Tout le monde est mort de la décomposition de Shigaraki, donc Rust que tu viens de souligner. Donc c'est ouf, c'est waouh, c'est ouais, destruction totale, enfin massive. Ouais, ok, bah là on vient de le vivre. Là j'étais en tension, je me suis dit mais qui va se faire toucher, putain. Et j'ai bien aimé. Tu sais cette espèce de course contre la montre alors que tout est en train de s'écrouler et tout ça, ça m'a rappelé la fuite de Goku et Vegeta des antres du crâne de Majin Buu. Ouais. Tu sais, quand t'as tout l'air malsain qui se réchauffe et ils doivent courir parce qu'il y a cette espèce de vapeur qui va surgir, et vu qu'ils sont microscopiques à ce moment-là, s'ils se font toucher, ils sont un peu mal. Et ils doivent fuir en plus avant que Buu se transforme avec les autres qu'ils ont en cocon. Et il y a cette espèce de course contre la montre, contre quelque chose. Quelque chose qui est juste derrière et qui te poursuit pendant que t'es en train de voler. Et là, c'est exactement la même scène que j'ai revécue, du coup, avec... Aizawa, Ryukyu, tous les autres, ils sont accrochés, etc. Et ça tout derrière est en train de se détruire. J'ai vraiment adoré cette scène. Ah, moi j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé, et ça te met dans une tension abominable parce qu'il y a des morts. Et du coup, tu ne sais pas qui va y passer. Peut-être même que quelqu'un que tu surkiffes va y passer comme ça. Et ton héros préféré, tu dis, mais merde, putain. Donc si par exemple Crust, tu le kiffais, bah voilà, tu viens de voir son dernier épisode, quoi. Donc ouais, cette dureté
de la réalité d'une guerre au travers d'un animé, manga, shonen, tout ce que tu veux. Je trouve ça exceptionnel et ça nous fait kiffer. Bon, de l'autre côté, forcément, on a cette désagrégation qui continue de partir dans toute la ville, etc. et qui arrive jusqu'aux abords de Deku, Bakugo, Tsuyu, etc. Et bon, il y a Midoriya qui fait son héros. Il fait vas-y, j'y vais, 45% et tout, reprise de volée. Oh, il fait une reprise de volée, mais elle sert à rien du tout. Et ça, c'est Ochako qui s'en rend compte que en fait, c'est pas juste une onde de choc. Tout ça pourrait. Hein. Si tu fais s'écrouler un énorme bâtiment, il va y avoir nécessairement une onde de choc. Il y a tout qui va voler dans tous les sens. Là, au premier abord, ils peuvent penser ça. Mais elle réalise que c'est pas une onde de choc, et Izuku, lui, qui a déjà croisé Shigaraki, qui lui a dit si je te touche, je te nique, tu vas te désagréger. Il lui a dit ça. Il comprend que c'est le pouvoir de Shigaraki, et là, bah évidemment, PLS. Heureusement, Todoroki gagne un peu de temps en créant un mur de glace, mais même ce mur s'effrite, hein, il est pas. Voilà, il est au contact direct du reste du pouvoir. Et toutes les communications en parallèle de ça sont rompues. Là, c'est le moment, en fait, dans l'épisode, où on est dans l'absolu PLS. Parce que ça se répand comme une traînée de poudre, même dans la ville, et tous ceux qui sont au sol ne peuvent y échapper, en vérité, et toutes les techniques, en fait, ne peuvent absolument rien faire pour arrêter ce pouvoir. Et en parlant de ça, personne ne sait la situation à l'hôpital, personne ne sait qui est vivant, qui est mort, etc. Ah, c'est ouf. Là, c'est la tension, quoi. Tu vois, tous les héros qui, comme une traînée de poudre, disparaissent comme ça, c'est... Il vient de faire un de ces chiottes en l'espace d'une technique seulement. Il vient de se réveiller, quoi. Il vient de se réveiller, hein, les gars. Je veux dire, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs... On comprend mieux l'incident à DK, du coup. Avec la ville qui s'est effondrée sur la Ah bah ouais, bah là, ouais. Clairement. Et d'ailleurs, Nouklet nous précise une chose, c'est que on le voit pas dans l'animé, alors que dans le manga, justement, il gère de ouf parce qu'il fout tous des civils et il les sauve de l'hôpital dans des bulles comme ça en l'air. Là où, tu vois, inversement, on voit Bakugo qui s'énerve contre les gens et passer son temps à gueuler. Ça y est pas du tout dans le manga, en fait. Donc, voilà, ils ont mis plus de scènes de Bakugo qui gueule, mais Wash, il s'est fait Tums. Bon, c'est un peu con parce qu'on le voit jamais agir, donc c'est dommage. Il s'est fait tège, ouais. Il s'est fait tège totalement du truc. Bon, après, Wash, je pense que la plupart des gens en ont un peu rien à foutre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est sûr, mais bon, Bakugo qui gueule toutes les 2 minutes, tu sais, on aurait enlevé une scène pour mettre Wash. Ouais, bah, bon, après, Bakugo qui gueule toutes les 2 minutes, c'est coutumier, quoi. L'animé voulait insister là-dessus, histoire de lui donner un rôle, je pense, parce que les gens aiment bien le personnage. Ah ouais, il jouit d'une popularité, quand tu vois, comme quoi, quand tu gueules, parfois, t'as des fans. Donc, et du coup, on termine avec Shigaraki qui est comme ça là sur son piédestal là en train de constater toute la merde qu'il arrive à générer. Il est content et tout, il fait ah, putain ça fait du bien et tout. Puis il ouvre, je pensais qu'il voulait prendre une canette de coca pour se rafraîchir ou mais non en fait il retrouve ces fameuses doses là de destruction d'alter qu'on avait eu dans la dernière saison 4 et avec Overhaul et là ils sont quasiment toutes pétouses mais pas toutes. Apparemment. Ce qui est ouf, c'est qu'il a pas besoin de ça, le gars. Avec son pouvoir, normalement, il a pas besoin de ça. Donc ça veut dire qu'il va se retrouver face à un héros surpuissant. Ça peut être Endeavor, ça peut être Midoriya avec ses alters de ouf. Et il va profiter de ça pour le picouser. Ouais. Ah, il va cheater. Je veux dire, ça va être compliqué de lutter contre Shigaraki dans cette saison. Hein. Je sais pas où ça va aller, mais... Et d'ailleurs, notez, petite note de Nouklet, hein, merci Nouklet, que dans cette saison-là, Shigaraki a bien ses doigts coupés, parce que vous vous rappelez, lors de son combat contre Ridestro dans la saison précédente, il avait des doigts en... Voilà, c'était devenu des élastiques, quoi. Hein. Il bougeait comme ça, il les avait pétés. Dans le manga, ils étaient vraiment coupés, hein, ses doigts. Là, cette fois, bah, ils les ont coupés. Hein. Ils ont respecté le manga. Là, c'est bien Restepec. Et puis à ce moment-là, t'as Shigaraki qui, tout comme Izuku, qui entendait du coup le premier détenteur du One for All, lui il entend le All for One, hein, c'est-à-dire le gars qui est à l'hosto là, enfin à l'hosto, à l'asile prison, et qui lui dit donc vas-y, c'est le moment de tout péter, mon cher allié, mon cher fiston, vas-y, c'est le moment. C'est spirituel. Donc, ce truc de l'écho dont tu parlais tout à l'heure est tout à fait plausible, d'autant plus que vraisemblablement, alors que lui n'est pas mort et qu'il est juste comme ça, avec une camisole de force et tout ça, il peut parler à Shigaraki, peut-être à travers son alter, qu'il n'a plus. Très bizarre, très bizarre.
Et l'épisode se termine sur l'appel de Gigantomachia qui hurle comme un ours dans la montagne. Et puis là, on se dit, mais quel chute ça va être? Franchement, très très bon épisode avec beaucoup d'enjeux. J'ai aimé toute cette tension. Et pour une fois dans My Hero Academia, on peut voir des héros mourir. On avait eu des précédents avec des difficultés pour certains des super-héros. Il y avait le frère de Ida qui était mort, mais qui était mort. Bon, mais on le connaissait pas, on s'en foutait un peu. Il y avait eu des difficultés avec Endeavor, mais il était pas mort. Il y avait eu la meuf justement qui fait son barrage de boue là à un moment donné. Il y avait eu des couilles avec les 4 machins là, les 4 fantastiques. 4 CAT. Hein. Mais il n'y avait pas vraiment de... Voilà. Alors que là, il y en a 2 déjà qui disparaissent. Xless, Crust, on les a vus un peu, hop, ça y est, c'est mort. Mirko, elle est au seuil de la mort. Hawks. Seuil de la mort. Il y a de la tension. Endeavor, je sens que... Je sais pas, Hawks, n'importe quoi. Endeavor, je me suis posé la question s'il allait pas être hors jeu à un moment pour revenir un peu plus loin dans la saison. Parce qu'il est à fond là dès le début. Et là, il va affronter apparemment, quand on voit les quelques images, Shigaraki. D'ici à ce qu'ils se prennent justement la fameuse picouse, paralysée, et que du coup, il soit sur le côté, genre l'atout numéro 1, tu vois, le héros numéro 1 est momentanément hors jeu. Donc il faut faire quelque chose, il faut faire... Je sais pas. Je pressens ça. Endeavor qui va mettre en difficulté Shigaraki, ça me paraît bizarre. Vu l'alter de Shigaraki, en fait, ça me paraît bizarre, je comprends même pas. Ou alors peut-être que son feu, comme c'est intangible, il peut rien faire, et du coup son feu arrive à le repousser du moment qu'il ne le touche pas véritablement avec son poing. Je ne vois que ça, mais effectivement, peut-être pour mettre hors game Endeavor momentanément, le truc de la balle perdue, le truc de la balle picouseuse. Il y a moyen pour avoir l'arrivée d'Izuku qui est tout prêt en plus maintenant. Il y a totalement moyen, et j'ai oublié Sir Night Eye dans les morts qu'il y avait eu, qui étaient marquantes, le pauvre. Et tu vois, je vois bien en tout cas ce scénario-là, et puis au moment où Endeavor il peut se remettre sur pied et puis combattre, là il y a Dabi qui arrive, et puis on va avoir le combat Dabi et Endeavor qui vont faire un truc. D'ailleurs, s'ils sont liés. Nouklet, il nous dit tous ceux qui étaient au sol dans l'espèce de villa là, sont morts. Mais comment ils ont réussi à fuir Mister Compress et Himiko Toga? Ils sont pas morts, hein, clairement, c'est pas possible. Je sais pas. Ils sont pas morts, je sais pas. I don't know. Bon, on verra. On verra dans l'épisode prochain. Bon épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu, et qu'est-ce qui vous inquiète un peu pour la suite. Et à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax. On fait des bisous, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Et à très vite. À la prochaine. Ciao.